Bienvenue. Le cours sur l'histoire de la PAC s'arrête avec cette dernière activité qui vous présente la remise en cause de la PAC à la veille de la réforme de 2014. Attention, si vous n'avez pas suivi le cours sur la PAC de 2014 en amont, vous pouvez le trouver dans la section cours 2. Regardons quel est le bilan de la PAC juste avant 2014. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que le système des aides découplées, basé sur des références historiques, est largement remis en cause. Souvenez-vous, dans l'activité sur le découplage, nous vous avons présenté l'application qui en a été faite en France en 2003. Le montant des DPU est calculé à l'époque en fonction des aides touchées sur l'exploitation agricole en moyenne entre 2000 et 2002 et aussi en fonction de la surface de l'exploitation agricole. Or, le montant des aides sur cette période de référence dépendait des aides compensatoires touchées par cette exploitation, qui elles-mêmes avaient été calculées en fonction des prix garantis d'avant 1992, mais aussi des rendements de référence régionaux. Donc un fort soutien à certaines productions, même avant 1992, a eu comme conséquence des aides compensatoires élevées après 92, et donc aussi des montants d'aides sous forme de DPU élevés à partir de 2003. Les références historiques ont donc gelé les différences de soutien entre les productions et donc également entre les régions. Pour vous donner un exemple, en 2013, en moyenne, le montant d'aide directe par hectare des grandes cultures est de 300 € contre 150 € pour l'élevage ovin. Et donc évidemment, on retrouve ces disparités au niveau régional. Le montant moyen en 2013 des aides directes est de 345 € par hectare en Picardie, contre 120 € par hectare en Languedoc-Roussillon où on trouve de l'élevage. Vous pouvez observer ces disparités sur la carte de la France métropolitaine présentée ici. Vous voyez à l'échelle départementale les montants d'aide du premier pilier moyen par exploitation agricole en 2008. Dans les départements en vert foncé, les exploitations touchent en moyenne entre 40 000 et 80 000 € par an. Ces exploitations sont plutôt dans le nord de la France, là où justement on retrouve des grandes cultures principalement. Dans les départements en vert clair, les exploitations touchent en moyenne entre 1 000 et 7 500 € par an. Et on retrouve ces exploitations-là plutôt en zone de montagne ou dans le sud de la France. La différence est donc grande entre les montants touchés par ces différents types d'exploitation et de plus en plus difficile à justifier. L'attribution des DPU est donc vécue comme très inéquitable entre exploitations, mais aussi entre orientations technico-économiques. On a vu déjà la différence entre les grandes cultures ou des systèmes qui sont plutôt fondés sur l'élevage extensif, entre zones géographiques, comme nous venons de le montrer dans la diapo précédente, mais aussi entre pays. Et de fait, il n'y a plus de logique apparente à ce mode de distribution des aides. À cause des références historiques de 2000, 2001 et 2002, finalement, des agriculteurs voisins qui font les mêmes productions en 2013 et font face souvent aux mêmes contraintes peuvent toucher des aides encore très différentes. Une autre critique qu'on fait à la PAC à cette époque est son incapacité à gérer les crises agricoles qui vont marquer cette période. Prenons l'exemple de la crise du lait en 2015-2016. La PAC décide de supprimer les quotas laitiers en 2015, considérant que les prix mondiaux sont élevés, que la demande chinoise part à la hausse et va donc soutenir les prix mondiaux, et donc qu'il n'est plus nécessaire de limiter la production européenne pour maintenir des prix élevés. Mais de fait, la situation va se révéler toute différente. D'abord, la demande chinoise va diminuer, simplement parce que les Chinois vont décider de produire leur propre lait, mais aussi la production mondiale hors de l'Union européenne, notamment en Océanie, en Nouvelle-Zélande par exemple, ou en Australie, va beaucoup augmenter du fait de conditions météo favorables à cette époque, en 2016. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'offre est bien largement supérieure à la demande et les prix s'effondrent. Les prix s'effondrent. Le résultat, c'est que les producteurs français se retrouvent dans une situation très difficile et ne sont pas pour autant protégés par la politique agricole commune. Il existe certes un mécanisme pour protéger les agriculteurs européens en cas de baisse drastique des prix,
avec un filet de sécurité lorsque les prix passent en dessous d'un prix seuil, mais ce filet de sécurité ne va pas être actionné parce que le prix seuil établi à l'échelle européenne n'est pas atteint par la baisse des prix mondiaux. Et pourtant, les producteurs de lait français vont énormément souffrir de cette crise-là. Donc, une des critiques adressées à la PAC à cette époque est de dire, mais finalement, on dépense beaucoup d'argent, et pourtant, lorsqu'il y a une crise, notamment une crise des prix, et on a vu la même chose dans le cas de la crise de la viande de porc, eh bien, la PAC n'est pas capable de nous protéger. Par ailleurs, nous pouvons voir aussi que dans le cas de la question des prix, la PAC a bien du mal à faciliter aussi le dialogue entre le secteur aval, en particulier la grande distribution, et le secteur de la production agricole. Les agriculteurs dénoncent un partage inégal de la valeur ajoutée et le fait qu'ils sont pressurisés par le secteur aval, notamment la grande distribution, euh, sur les prix. Et là-dessus, la PAC n'apporte pas non plus de réponse. Un autre élément du bilan, c'est la crise identitaire des agriculteurs. Le premier constat, c'est qu'en fait, le nombre d'agriculteurs baisse, mais surtout que les agriculteurs qui partent à la retraite ne sont pas remplacés par des jeunes agriculteurs qui s'installent. On appelle ça la crise du renouvellement des générations en agriculture. Vous pouvez le voir sur le graphique de droite. Vous voyez, par exemple, les barres bleues qui représentent l'ensemble de l'Union européenne, donc les 27 États membres, alors que les barres rouges représentent les anciens États membres et les barres vertes représentent les nouveaux États membres. Ce que vous pouvez observer, c'est que la proportion des agriculteurs qui ont plus de 55 ans, c'est-à-dire les deux blocs de droite, est très élevée par rapport à ceux plus jeunes, par exemple ceux qui ont moins de 35 ans. Ils représentent à eux seuls plus de 56% des agriculteurs. Donc il y a une véritable difficulté pour inciter des jeunes à s'installer en agriculture. Et cela révèle un véritable malaise dans la profession agricole. Ajoutons à cela aussi qu'un certain nombre de ces agriculteurs qui s'installent rejettent le système existant et en particulier rejettent la PAC. Certains d'entre eux choisissent de s'installer sans même faire appel aux aides de la PAC. Ils s'installent hors système. On appelle ça les installations non aidées. Alors, pourquoi peut-être parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de se faire aider, qu'ils ne veulent pas être les fonctionnaires de la politique agricole commune, ou aussi parce qu'ils rejettent les importantes contraintes administratives et les contrôles afférents, souvent très mal vécus. Un autre questionnement qu'on entend souvent à la veille de 2013 est que le secteur agricole, finalement, crée peu d'emplois et peu de valeur ajoutée au regard des dépenses qu'on fait chaque année au titre de la PAC. On peut le voir là sur la carte de l'Europe. On voit que ce sont principalement dans les nouveaux États membres que l'agriculture occupe une place importante dans l'emploi, jusqu'à 20% de l'emploi et parfois plus. Mais quand on se concentre sur les anciens États membres, comme l'Allemagne, la France, la Belgique par exemple, la part des actifs agricoles dans les actifs totaux est souvent inférieure à 10, voire même inférieure à 2%. Bon, bien entendu, cet argument met de côté les autres rôles que l'agriculture peut jouer, notamment en matière d'aménagement du territoire ou d'entretien de l'espace. Enfin, et ce n'est pas une critique nouvelle, l'agriculture européenne et la PAC sont désignés comme responsables de nombreux problèmes environnementaux. On peut le voir d'abord sur cette petite image, celle de droite, dans laquelle on voit l'association France Nature Environnement désignée directement comme responsable des marées vertes sur la côte bretonne les agriculteurs bretons qui produisent du porc intensif un petit peu plus à l'intérieur des terres. Mais on le voit aussi sur des graphiques comme celui qui a été présenté par BirdLife, le graphique de gauche, où on voit très nettement la baisse du nombre d'oiseaux et dont une grande partie peut effectivement être attribuée aux activités agricoles.
Enfin, l'agriculture est aussi responsable d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre françaises et aussi, on le sait depuis longtemps, de la pollution des eaux et des sols. Et donc ce constat environnemental montre aussi la nécessité qu'a la PAC, à la veille de la réforme de 2014, de démontrer qu'elle prend davantage en compte l'environnement pour pouvoir assurer sa légitimité et sa continuité. Enfin, une autre critique concerne l'accession à la souveraineté alimentaire des pays pauvres. Si on revoit d'un point de vue historique cette critique-là, elle a eu son heure de gloire, effectivement, dans les années 80-90. Pourquoi? Avant 1992, le système des restitutions aux exportations, qui vous avait été présenté dans l'activité sur le système des prix garantis, a eu pour conséquence de faire diminuer artificiellement les prix mondiaux et a donc empêché le développement de l'agriculture vivrière dans certains pays du Sud parce que les prix n'étaient pas assez élevés pour leur permettre de vivre de cette agriculture-là, d'autant plus qu'ils faisaient face à la concurrence des produits européens vendus à prix très bas sur leur marché. De plus, à l'époque, l'Europe se protégeait des importations extérieures à tel point qu'on pouvait la qualifier de forteresse Europe. Cependant, il faut modérer un peu les choses. Aujourd'hui, cet impact est beaucoup plus indirect. En effet, les restitutions aux exportations ont très largement diminué. Elles sont même quasiment à zéro aujourd'hui. Et le marché européen est devenu plus accessible, même s'il existe encore des barrières douanières, tarifaires mais aussi non tarifaires. Bon, il faut aussi savoir que l'Union européenne a développé depuis de nombreuses années des accords d'échange préférentiels avec de nombreux pays en développement, notamment avec les pays les moins avancés, avec l'accord tout sauf les armes. Donc, tous les produits sauf les armes peuvent rentrer sur le marché européen à zéro droit de douane pour les pays les plus pauvres de la planète. Mais il reste quand même que l'agriculture européenne et la PAC peuvent avoir des effets assez ambigus sur le développement de l'agriculture dans les pays tiers. Prenons un exemple. Lorsque l'Europe importe massivement du soja du Brésil ou d'ailleurs pour alimenter son élevage intensif et ainsi développer l'exportation de viande bovine, elle induit des effets très négatifs sur l'environnement par la déforestation, par l'éviction de la paysannerie de ces terres-là, par exemple en Amérique latine. En conclusion, à l'aube de la réforme de 2014, la PAC est très critiquée et remise en cause de toutes parts. Pour voir comment, justement, on va établir la réforme de cette PAC et comment on va essayer de répondre à ces critiques, vous pouvez accéder au cours 2. Mais si vous voulez aussi aller plus loin, vous pouvez suivre le cours 4 qui propose des coups de projecteur sur certains aspects plus précis de la PAC. Merci pour votre attention.